Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les questions d'actualité au gouvernement commentées. Commentées, interactives, citoyennes, tout ça, vous connaissez le principe. On est sur Acropolis, il est très exactement 14h56, il nous reste 4 minutes avant le début de la séance. Et voilà, et donc la première question que je voudrais vous poser, c'est si vous étiez député aujourd'hui, si vous aviez l'opportunité de poser une question au gouvernement, quelle est la question que vous voudriez lui poser? En lien avec l'actualité, s'il vous plaît, mais évidemment en lien aussi avec les compétences du gouvernement, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, que fait le gouvernement, que prévoit de faire le gouvernement, que veut le gouvernement, qui est le gouvernement. Toutes ces questions-là, c'est à vous de les poser dans le chat. Dites-moi, on va préparer ensemble cette émission et puis ensuite on verra si nos députés posent des questions similaires sur les mêmes thèmes, si on entend des voix discordantes, comment se défend le gouvernement, etc. Je rappelle que ce matin on était en direct sur Acropolis, qu'on a fait la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres avec Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Et voilà, et donc là il reste 4 minutes avant que l'on lance les questions d'actualité au gouvernement. Pourquoi vous finissez si tard vos conseils des ministres, bordel? Ah, ça c'est une bonne question, Fanny. Vu que Mézard va être interrogé, je repose ma question d'hier sur le regroupement des élections locales. Oui, t'as raison, bonne question de chez. Rassemblement des élections locales dans une seule journée, c'est apparemment un projet du gouvernement qu'il a en tête, donc voilà. Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous du concept d'indépendance possible pour certaines régions françaises? Ah, ça c'est une question provoque. Ça c'est une question sur la Catalogne. Pas mal, bonne question. Que prévoit le gouvernement pour lutter contre la fatigue de Jean Massier? J'espère qu'il prévoit beaucoup de vitamine D et de vitamine C pour moi. Mais merci à tous de vous inquiéter pour ma fatigue. C'est vrai que j'étais bien crevé tout à l'heure, donc j'ai pas pu assurer. De 12h à 17h en live en direct, c'est un peu chaud. Acropolis, prévoyez-vous d'associer le peuple aux prochaines réformes ou allez-vous continuer à négocier les réformes derrière les portes fermées? Ça, Charles, c'est une bonne question qui permettra au gouvernement de présenter toutes les différentes concertations qu'il est en train de lancer, puisque oui, il y a de la concertation qui est en train d'être lancée. On est en train de travailler sur le son, hein, laissez faire la régie, vous inquiétez pas. Ouais, donc il y a les concertations, vous savez, en ce moment il y a les états généraux de l'alimentation, il y a sur la formation professionnelle, je crois qu'ils veulent faire des trucs, il y a les conventions européennes, les conventions démocratiques que Emmanuel Macron veut lancer en 2018 et dont Acropolis vous proposera un traitement, on verra. Voilà, une question sur la tuerie aux USA, oui, probablement, même si on a déjà eu une série de questions hier sur, alors pas tant la théorie aux USA, mais que surtout l'attentat de Marseille, ce double assassinat absolument terrible, plus l'attentat déjoué dans le 16e arrondissement hier ou avant-hier, voilà. Madame Vidal, qu'est-ce que vous ferez face à quand est-ce que vous ferez face à l'explosion démographique des facs en recrutant plus de Prague et en ouvrant plus de salles? Bisous. L'explosion démographique. Ah, tu veux dire les moyens pour les étudiants, tout ça? Oui, bah c'est en lien avec admission post-bac, la sélection à l'entrée de l'université. Donc ok. Le gouvernement a-t-il peur de la recrudescence des indépendantismes en France avec la Catalogne? Ouais, c'est en lien avec la question de Gatwick tout à l'heure. Je regarde rapidement vos questions. Pourquoi faire une émission les questions à Acropolis? On pourrait faire une émission les questions à Acropolis. On met les responsables à la barre et les stagiaires plus spectateurs essayent de faire réduire les planter. On est sur Facebook? Pas encore. On va y aller? Bah, vas-y, je te laisse envoyer. Salut Facebook, bienvenue à toi, j'espère que vous allez bien. Non, pas encore. Salut Facebook, bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous regardez sur Facebook, on est parti pour les questions d'actualité au gouvernement commentées en direct sur Acropolis. Venez sur le chat de Twitch, posez vos questions, réagissez. Et c'est parti, on se met un générique dans les oreilles, on se retrouve en direct de l'Assemblée nationale. A tout de suite. Voilà, on est en direct du Palais Bourbon, on attend que les députés s'installent et commencent la séance, il est très exactement 15h donc ça devrait être imminent. J'en profite pour inviter celles et ceux d'entre vous qui nous regardaient sur YouTube Live à mettre un pouce bleu dès maintenant sur la vidéo pour nous permettre de monter en référencement. Merci à tous pour votre solidarité, c'est hyper utile pour nous. Voilà. Wesh FB va bosser. Lâche un pouce bleu. Lâche un pouce bleu Facebook, toi aussi, va sur YouTube et mets un pouce bleu sous ce live. Et pense à t'abonner, c'est l'occasion. Salut Facebook, arrête tout et viens sur Twitch, tu verras, c'est mieux. Voilà, on a vu donc ce matin les questions qui étaient soulevées par le Conseil des ministres. On a surtout vu le Conseil des ministres, en tout cas Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, se vanter de l'adoption hier à une large majorité du projet de loi de lutte contre le terrorisme porté par le ministre de l'Intérieur.
ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Plus de 400 voix quand même sur une assemblée de 577, c'est pas rien. Sachant qu'il y a eu des voix des constructifs plus les voix des socialistes qui ont adopté également ce projet de loi. Projet de loi qui décidément résonne tristement avec l'actualité en ce moment sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on va encore en parler aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va plus parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale? Peut-être. En tout cas, j'ai appris qu'il allait être présenté dans les jours qui viennent, même si on a déjà le communiqué de presse. Donc c'est un peu, je sais pas. On verra comment est-ce qu'on couvre ça sur Acropolis. Mais voilà. D'ailleurs, du nouveau sur une éventuelle saisie du Conseil constitutionnel. Non, pas de nouveau, peut-être qu'on en entendra plus cet après-midi, mais effectivement, pour saisir le Conseil constitutionnel, il faut que des députés réunissent 60 signatures. Et il faut trouver 60 signatures qui correspondent. Hein, donc, non, ça pourrait être les Républicains. Hein. Mais bon, les Républicains, non, c'est pas le genre. Saisir le Conseil constitutionnel contre un projet de loi sur la lutte contre le terrorisme. Donc voilà. J'ai une question au ministre de l'Intérieur. Savez-vous qu'un attentat prévu a été déjoué? Hein? Ah non, saviez-vous qu'un attentat prévu a été déjoué? Bah évidemment, le ministère de l'Intérieur, c'est eux qui l'ont déjoué, évidemment qu'ils le savaient, qu'ils l'ont déjoué. Bon, enfin bon, on verra bien. En tout cas, on entend derrière nous les députés qui sortent de la cantoche, qui s'installent sur les bancs. On attend le président François de Rugy qui va pas tarder à entrer et dès qu'il entrera, il lancera les hostilités. Voilà, vous voyez les gens qui se lèvent, le président François de Rugy qui monte au perchoir pour présider cette séance. Et on verra bien quelles sont les questions d'aujourd'hui. Hier, on se souvient que François de Rugy avait commencé par un petit mot de solidarité avec le peuple américain et aussi avec les victimes de l'attentat de Marseille. La parole est à monsieur Vincent Bru. Vincent Bru, premier député à prendre la parole pour poser sa première question. La première question. Allez-y, mon cher collègue, posez votre question. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et je tiens à associer tous mes collègues du groupe Modem et Apparentés. C'est rare que ça commence par la culture, une séance de QAG. Touche l'ensemble des territoires de notre pays. Le jeudi 21 septembre, Olivier Montels, directeur délégué de France 3, a annoncé l'arrêt de diffusion des antennes locales de France 3 à compter du 1er janvier 2018. Ah, ça c'est important ça comme sujet. Cette annonce brutale a créé un choc pour les 16 antennes locales réparties sur l'ensemble du territoire, les 200 personnes touchées par cette annonce sans préalable, les élus et les populations concernées. C'est le résultat d'une politique délibérée menée depuis des années par France 3. Les arguments annoncés sont économiques et techniques, mais les conséquences seront... Alors je vous rappelle que France 3 est une chaîne du service public, une chaîne qui est la seule à avoir des déclinaisons locales. Vous savez, il y a des antennes locales de France 3, il y a le journal régional de France 3, France 3 Corse, France 3 Auvergne, France 3 Île-de-France, etc. Et ça c'est un sujet important pour les élus locaux, notamment les élus sur les territoires qui sont assez enclins à défendre leur chaîne locale de France 3 parce que c'est une occasion pour eux de mettre en avant un certain nombre de thématiques locales. Et donc à chaque fois que France Télévisions touche à France 3 et à ses déclinaisons locales et à ses antennes locales, et ben ça fait beaucoup réagir les députés. Qui va à l'encontre du mouvement de décentralisation mené depuis 25 ans. Nous savons tous pourtant que ces antennes locales sont des médias de proximité et des atouts essentiels pour le dynamisme de nos territoires en faisant le Ah, on a un petit bug, ça va revenir, bougez pas. Pourtant d'une mission de service public. Madame la ministre, que compte faire le gouvernement en lien avec France Télévisions pour défendre les antennes locales de France 3? Je vous remercie. Et voilà, c'est la ministre de la Culture, puisque c'est la ministre de la Culture qui est responsable de l'audiovisuel public. Françoise Nyssen, ministre de... Et c'est donc elle, Françoise Nyssen, qui va répondre sur cette annonce de France 3 vis-à-vis de ses antennes locales. Monsieur le député Vincent Bru, le gouvernement partage vos préoccupations et nourrit une réelle ambition pour un service public de qualité, fort et exemplaire dans un paysage audiovisuel, on le sait, en constante évolution. Un service public audiovisuel de qualité aujourd'hui, c'est un service public qui se transforme pour renforcer les offres numériques, pour investir dans la création et dans l'offre culturelle qui ne saurait être une variable d'ajustement, pour maintenir une offre d'information de proximité dans les territoires et pour développer l'influence de la France à l'international. Ces évolutions structurelles
sont engagés depuis plusieurs années. Et c'est dans ce cadre que la direction de France 3 a pu lancer une réflexion sur la réorganisation des antennes locales. L'objectif est de maintenir la diffusion de contenus locaux et d'informations de proximité, mais aussi de réorganiser et élargir la diffusion de ces contenus qui pourraient être diffusés davantage sur Internet et sur les antennes régionales. C'est ce qui fait la force, la singularité et l'excellence de France 3. Aujourd'hui, le gouvernement engage une réflexion prospective sur l'avenir de la spécificité. Ah, le coup de la réflexion prospective, ça n'a pas l'air de convaincre les députés de l'opposition. Permanent de dialogue. Alors que Françoise Nyssen essaye de défendre la modernisation de France 3. Nous les avons reçus avec le Premier ministre, mais aussi avec l'ensemble des partenaires du service audiovisuel public, à commencer par les élus, et bien sûr à l'intérieur des entreprises, avec les salariés. Dans ce contexte... Comment ça se fait qu'elle lit ses notes, elle connaissait la question à l'avance? Non, elle connaissait pas forcément la question à l'avance, mais comme ça vient d'être annoncé sur France 3, le cabinet de la ministre a bien fait son boulot puisqu'il a préparé une réponse en se doutant bien qu'une question allait arriver. Informé, je vous remercie. Madame la ministre, la parole est à Madame Claire Guillon-Firmin. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, un mot tout d'abord pour dire à mes collègues combien tous leurs témoignages de soutien et de réconfort m'ont touché. Je vous remercie sincèrement. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Un mois après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le bilan est lourd et nous savons d'ores et déjà que la reconstruction sera longue et coûteuse. Les dégâts sont évalués pour les deux îles à plusieurs milliards d'euros. Le passage de l'ouragan a révélé la fragilité des territoires, surtout à Saint-Martin, dont la population reste en grande partie sans domicile. Toutes les infrastructures sont à terre et c'est toute l'économie de l'île qui doit être reconstruite. Claire Guillon-Firmin, elle est élue apparentée Les Républicains, elle est élue de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les deux îles qui, comme vous le savez, ont été frappées durement par l'ouragan Irma. Et donc, un mois plus tard, elle demande au gouvernement où est-ce qu'on en est des aides vis-à-vis de ces territoires outre-mer. Dont les parents n'ont plus la capacité de les soutenir financièrement. Quelle solution s'offre à eux? Les attentes de la population sont grandes. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale devront être à la hauteur des enjeux de la reconstruction. Nous souhaitons un moratoire en matière de paiement des charges sociales et une redéfinition des aides financières et fiscales pour la reconstruction de l'île. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner les mesures fiscales et sociales de projet de loi de finances qui viendront rapidement en discussion devant notre Assemblée? Merci Madame la députée. Pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la pérennité des renforts de gendarmerie? La parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Et c'est Édouard Philippe en personne qui va répondre à cette députée d'Outre-mer sur cette question-là. Qu'est-ce qui est prévu dans le projet de loi de finances pour aider les territoires d'Outre-mer durement frappés? Près d'un mois après le passage d'Irma à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'engagement du gouvernement à participer et à aider à la reconstruction des îles et notamment de Saint-Martin est évidemment total. Plusieurs milliers de sapeurs-pompiers, de militaires, de gendarmes, de personnel de la sécurité civile ont été présents dès le passage d'Irma pour rétablir et assurer la sécurité et l'ordre public de ceux qui, face à cette catastrophe d'une intensité jamais égalée, ont souvent perdu beaucoup, voire, Madame le député, ont souvent tout perdu. C'est un engagement de l'État qui est un engagement à la fois important et naturel. Aujourd'hui, la reconquête de la vie normale est en cours, mais le chemin sera long, vous le savez parfaitement et probablement mieux que quiconque dans cette Assemblée. Les premiers commerces ont réouvert, le fret commercial a recommencé.
près d'un mois après le cyclone, un certain nombre d'enfants, mais pas tous, c'est vrai, ont pu recommencer à être accueillis à l'école. Et oui, il y avait un enjeu particulier puisque l'ouragan a frappé ces îles au moment de la rentrée scolaire, donc elle a dû être décalée dans beaucoup d'écoles sur ces territoires-là. Donc il y a une vraie mobilisation sur le terrain des personnels de l'éducation nationale et des personnels des collectivités locales pour permettre aux enfants de faire leur rentrée dans les meilleures conditions possibles. Loin d'être le cas, un tiers des particuliers n'ont pas encore accès à l'eau courante, même si vous savez, Madame la députée, que la reconstruction des réseaux, ou en tout cas la réparation, même provisoire, des réseaux, a été plutôt plus rapide que ce que nous redoutions immédiatement après la catastrophe, ce dont il faut se réjouir. Et je crois qu'on peut s'entendre pour donner un grand coup de chapeau aux grandes entreprises de réseau qui ont œuvré de façon assez magnifique pour rétablir le plus vite possible l'électricité, la distribution de l'eau et les télécommunications. Voilà, le Premier ministre qui fait un compte-rendu assez circonstancié de tout ce qui a été fait par les services de l'État pour rétablir la situation là-bas. Il faut d'abord que l'État soit coordonné et cohérent dans son action. C'est le sens du comité interministériel que j'ai déjà réuni 2 fois autour de moi pour faire en sorte que l'ensemble des ministères puissent œuvrer, savoir ce que les autres font et œuvrer de façon coordonnée et efficace au service de la reconstruction. Nous avons désigné, vous le savez, un délégué interministériel qui doit aider l'action de l'État et le travail avec la collectivité. Il s'agit du préfet Gustin. Il est sur place en ce moment et il travaille en étroite collaboration et en bonne intelligence avec la collectivité. J'ai moi-même rencontré le président Gibbs dimanche dernier. Président de la collectivité, président Gibbs. Le préfet dont a parlé le Premier ministre, je rappelle que le préfet c'est le représentant de l'État sur le territoire, de l'État central, donc c'est normal que ce soit lui qui soit sur le pont, si je puis dire, pour coordonner l'action de l'État en lien avec les collectivités locales. Au moment de la reconstruction, comment nous pouvions réfléchir sur les normes de construction, sur les zonages de construction, ce sont des décisions très lourdes pour l'avenir de Saint-Martin, mais indispensables. Personne ne comprendrait, Madame la députée, que nous puissions faire dans la reconstruction de Saint-Martin comme si rien ne s'était passé et comme si on pouvait faire, je dirais, comme avant. Donc ça n'est évidemment pas le sens de notre action. Je voudrais enfin vous confirmer, mais Monsieur le ministre de l'Éducation nationale l'a indiqué hier à la représentation nationale, que je me rendrai pour la rentrée de la Toussaint sur place afin de voir dans quelles conditions la rentrée est organisée. Mais je sais là encore l'engagement des personnels de l'Éducation nationale et de l'ensemble des familles pour faire en sorte que, même si rien n'est fini, même si la lente reconstruction commence, les enfants puissent retourner à l'école dans de bonnes conditions le plus rapidement possible. Je vous remercie. Édouard Philippe donc qui conclut sa réponse à Claire Guillon-Firmin qui a l'air assez satisfaite, si je puis dire, de la réponse du gouvernement. Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports. À l'occasion du sommet franco-italien qui s'est tenu la semaine dernière à Lyon, le président de la République, M. Emmanuel Macron, a rappelé l'engagement de la France, de l'Italie et de l'Europe dans la réalisation de la ligne ferroviaire européenne à grande vitesse Lyon-Turin. La France et l'Italie ont ainsi confirmé l'importance stratégique de la section transfrontalière de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Cette liaison... Au passage, on note que on glisse que la reconstruction sera lente en mode pépère. Bah, tu veux qu'on glisse quoi? Qu'elle sera rapide, la reconstruction? Un report modal. Évidemment qu'elle sera lente. Thomas Rudigos qui pose une question sur la ligne de TGV, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Évidemment, c'est un élu lyonnais, ça ne vous étonnera pas. Elle sera prise en charge financièrement par l'Union européenne, par l'Italie et par la France. Il s'agit d'une véritable opportunité économique pour le sud-est de la France et notamment la région Rhône-Alpes-Auvergne. L'enjeu est certainement économique, mais tout autant écologique. À l'heure actuelle, ce ne sont pas moins 3 millions de poids lourds qui traversent chaque jour les Alpes. Dans certaines vallées alpines, telles que la vallée de l'Arve au pied du Mont Blanc, à cause du trafic routier et autoroutier, la qualité de l'air est parfois aussi mauvaise, si ce n'est pire que dans les grandes métropoles. Effectivement, si vous ne le saviez pas, la vallée de l'Arve au pied du Mont Blanc est extrêmement polluée, notamment par le trafic des poids lourds. La liaison ferroviaire Lyon-Turin constituera une avancée notoire en matière... Ancien maire d'arrondissement de Lyon, tout à fait, c'est l'ancien maire Thomas Rudigos, c'est l'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon jusqu'à l'été dernier, jusqu'à il y a très peu de temps. N'en déplaise aux députés de la France Insoumise qui ont proposé ce matin un amendement inacceptable en commission des lois, demandant le retrait du drapeau européen. Ah, il fallait que ça arrive. Ma question est Thomas Rudigos qui s'est ému sur Twitter, il s'est scandalisé même de la proposition des députés France Insoumise de supprimer le drapeau européen qui se trouve derrière le président de l'Assemblée nationale.
Pouvez-vous nous préciser le calendrier et les modalités de travail? Ça, je savais, je pensais pas qu'il le glisserait dans sa question, mais il a tenu à mettre un tacle à ses collègues de la France Insoumise sur cette question du drapeau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rudigo, alors comme vous l'avez souligné, le projet de ligne nouvelle ferroviaire Lyon-Turin doit d'abord permettre d'assurer le report d'une part substantielle des 40 millions de tonnes qui transitent chaque année entre la France et l'Italie au travers des Alpes, d'assurer le report d'une part substantielle de ces marchandises sur le rail. Je pense que nous ne pouvons en effet pas nous satisfaire que ce soit près des 2/3 des marchandises qui empruntent le rail entre l'Italie et la Suisse et moins de 10% entre la France et l'Italie, 7% pour être précis. Donc, lors du sommet du 27 septembre franco-italien, le président de la République a effectivement confirmé le caractère stratégique de ce projet. Et oui, et ça n'allait pas de soi parce que je ne sais pas si vous avez noté, mais on a déjà eu des questions au gouvernement depuis le début de ce quinquennat sur un certain nombre de grands projets d'investissement, je pense notamment au canal Seine-Nord, sur lequel le gouvernement est en train de freiner, alors même qu'ils avaient été lancés, annoncés, etc. les années précédentes. Et donc le président de la République a réaffirmé le caractère stratégique de cette ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Sur le quinquennat, sur les projets qui ont été... Donc a priori c'est sur des rails et c'est le cas de le dire. C'est tout le sens des assises de la mobilité qui ont été lancées par le Premier ministre le 19 septembre dernier, qui doivent déboucher notamment sur une programmation pluriannuelle des infrastructures qui sera présentée au Parlement début 2018. Et en particulier, dans ce cadre-là, nous serons amenés à réfléchir à la consistance des projets, éventuellement à leur phasage, spécifiquement, dans le cas présent, aux accès au tunnel ferroviaire Lyon-Turin, comme nos collègues italiens ont eu l'occasion de le faire. Nous sommes aussi amenés à réfléchir à des montages innovants pour permettre le financement sur quelques décennies de ces projets majeurs. Et sans attendre, compte tenu des enjeux de santé que vous avez soulignés... Donc là, en gros, ce qu'elle a expliqué dans un langage très diplomatique, et ça répond à ta question que tu as posée, excuse-moi, je recherche, Tchatkowski, le financement de cette ligne Lyon-Turin, c'est apparemment, de ce que je comprends, un financement mixte entre la France, l'Italie, l'Union européenne et peut-être de l'investissement privé. Merci, parce que vous vous doutez bien que ça coûte très très cher de construire une ligne de train. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la couverture numérique du territoire. Et avec la très grande majorité de nos collègues, nous demandons l'égalité de nos concitoyens et de nos territoires vis-à-vis de la connexion Internet. Monsieur le Premier ministre, un collégien ou un lycéen habitant la campagne a les mêmes besoins d'accès à la formidable base de connaissances d'Internet qu'un collégien ou un lycéen des villes. Les PME installées dans le Perche ont aussi les mêmes besoins que celles installées en banlieue parisienne. Les agriculteurs ne peuvent se passer du numérique et des objets connectés pour rendre leur exploitation plus compétitive. Et je ne parle pas des promesses que porte le numérique en matière de télémédecine pour nos territoires. C'est simplement la vie et l'avenir de nos territoires qui est en jeu. Monsieur le Premier ministre, les habitants des zones rurales n'en peuvent plus d'être les oubliés du numérique. Avec Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, nous souhaitons que le gouvernement prenne une position très ambitieuse. Ça a l'air de vous plaire cette question de Laure de la Raudière qui interroge le gouvernement sur le déploiement du très haut débit, notamment dans les zones rurales, les zones reculées. Pourquoi est-ce que c'est Laure de la Raudière qui pose cette question-là? Parce que Laure de la Raudière, elle a été chef d'entreprise spécialisée dans les télécoms précisément, conseil en réseau et télécommunications pour les grandes entreprises, donc c'est un peu son domaine de prédilection. Et c'est tellement son problème de prédilection que Laure de la Raudière vient de rendre un rapport, elle a été co-autrice d'un rapport sur le déploiement du très haut débit. Ne la ratons pas. Ce serait une... Donc ça aussi c'est assez habituel que des députés qui viennent de pondre un rapport spécifique sur une question, posent une question au gouvernement sur le sujet de leur rapport pour demander au gouvernement ce qu'il compte bien faire des recommandations qui sont dans leur rapport. C'est assez normal. Ne pas le faire reviendra à créer après 2022 une nouvelle fracture numérique insupportable pour ceux qui qui se contenteront d'un accès très haut débit par satellite ou pour le 4G. Monsieur le Premier ministre, acceptez-vous de reprendre ces deux objectifs? Voilà les deux objectifs qu'elle suggère Laure de la Raudière, la plus vieille geek de l'Assemblée nationale. Je pense que ça lui fera plaisir de savoir que c'est comme ça que vous l'appelez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laure de la Raudière, permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité du rapport d'information que vous avez remis il y a quelques jours avec votre collègue Éric Bothorel. J'irai même plus loin par rapport au constat que vous avez dressé, Madame la députée. La conviction du gouvernement, elle est très simple. Le numérique, aujourd'hui, est un droit essentiel pour tous les Français. C'est un droit essentiel
Ah ouais. Tous les Français. Et Ça, donc, ça a l'air de plaire à la majorité En Marche. l'engagement que vous nous demandez d'avoir un territoire fibré pour tous les Français en 2025, bien évidemment, c'est un engagement que nous prenons. Mais plus encore, dès 2022, nous avons un engagement d'apporter le très haut débit à tous les Français. Et plus encore, et c'est ça qu'a annoncé le président de la République et le Premier ministre, dès 2020, nous apporterons du bon débit à tous les Français. Qu'est-ce que ça veut dire du bon débit, messieurs? Bah ouais, c'est combien? Ça veut dire effectivement d'avoir au moins 8 mégabits. Alors c'est que dalle 8 mégabits, moi je peux pas streamer à 8 mégabits. Vous avez mentionné de pouvoir faire ces démarches administratives, permettre à chacune et à chacun de pouvoir télécharger des films sur Internet. 8 mégasecondes. Ils ont acheté, etc. Et comment nous allons faire? Premièrement, nous mettrons plus de transparence. Nous publierons les Tiens, cartes, si on fait un les speed cartes test de rapide, là, téléphonie combien on et a? les cartes d'accès au numérique. Deuxièmement, nous demandons, et nous sommes déjà convenus avec les opérateurs, voire des engagements contraignants. C'est fini les engagements de bonne foi. Ce sont des engagements contraignants devant la loi. Et la loi Montagne que vous connaissez tous, aujourd'hui le permet. S'ils ne respectent pas, c'est simple, il y aura des sanctions. Troisièmement, nous leur demandons plus d'investissements. Et ces investissements, ces efforts qui seront pris, nous en discuterons en amont de la négociation des fréquences dont ils ont tant besoin. Et enfin, dernier point, nous accélérons les démarches administratives pour déployer plus vite sur le terrain. Ce sera l'un des... Donc vous avez entendu l'engagement du gouvernement. Dès 2020, on aura un minimum de 8 mégabits seconde partout en France. Et à horizon 2022, le très haut débit. Donc normalement, on devrait monter plus haut que ça. Alors que là, moi, je suis à 60 mégabits seconde. S'adresse à monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Allez, on change de question et c'est Perrine Goulet qui pose la question. République En Marche du groupe Ruralité. Depuis plusieurs années, les territoires ruraux sont les grands oubliés du développement économique. Une fracture s'est petit à petit développée entre ces territoires et les métropoles. Pourtant, la ruralité représente 80% de la superficie de la France et 50% de la population y vit. La ruralité, c'est l'agriculture, mais aussi des PME, des artisans, des commerçants, des personnes âgées et des familles. C'est également un espace de détente et de liberté pour les urbains. C'est pourquoi nous pensons que c'est un territoire... La députée Perrine Goulet qui se fait couper par les députés de l'opposition alors qu'elle parle de la ruralité. Ça a l'air de beaucoup soulever l'ironie. Quand vous parlez, on ne vous coupe pas la parole, un petit peu de... Allez, ça clash entre En Marche et l'opposition de droite, les Républicains, qui apparemment voudraient garder l'OPA sur les territoires ruraux. Nous pensons que c'est un territoire d'avenir avec des valeurs et des atouts indispensables aux aires urbaines. Perrine Goulet qui est élue en Bourgogne, elle est responsable de projets à la centrale nucléaire de Belleville. Comme la désertification médicale, la fracture numérique, la revitalisation des centres-villes et bourgs, l'accessibilité et le maintien des services publics. Répondre à ces problématiques facilitera l'attractivité économique de nos territoires. Ma question est la suivante. Que compte faire le gouvernement pour répondre aux besoins des territoires ruraux et permettre à leurs habitants de se sentir des citoyens français à part entière? Je vous remercie. Merci. Voilà, quand Laure de la Raudière parle des territoires ruraux et de la connexion internet, toute la droite se tait. Mais alors par contre, quand c'est une députée En Marche qui pose la question de la désertification, là apparemment la droite ça lui fait pas plaisir. Bon. Dis donc, c'est animé aujourd'hui la séance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Goulet, vous avez dressé le bilan de la situation de nombre de nos territoires ruraux. Vous avez dressé un constat que je partage globalement, qui est le résultat de nombre d'années au cours desquelles ces territoires se sont sentis sur la voie, non pas de l'abandon, mais du délaissement. Et connaissant bien ces territoires... Alors qu'on vient d'être tweeté par Laure de la Raudière, au moment où Jacques Mézard parle. Cette équité, elle commence d'abord par des messages clairs. Et le message qui a été délivré par le Premier ministre récemment sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse des dotations par rapport à ces territoires. J'annonce aussi que nous poursuivrons les contrats de ruralité. Et puis, de quoi ont besoin aussi nos territoires ruraux? D'accessibilité. On vient de parler du numérique et c'est une question de fond à laquelle nous allons apporter de véritables réponses. Et c'est ce que vient de faire le secrétaire d'État. D'accès à la santé, nous doublerons le nombre de maisons de santé. D'accès aux services publics. Nous doublerons le nombre de maisons de santé, mais putain, c'est ambitieux ça. Au public.
d'arrêter aussi les fermetures d'écoles, de préparer des internats dans ces départements, parce que c'est ça une vraie politique. Faut qu'il fasse gaffe, hein, quand il annonce la fin des fermetures d'écoles, ça va gueuler dans les académies quand ça va fermer. Hein. Des villes moyennes et des centres-bourgs qui est absolument indispensable. Tout cela, c'est une politique cohérente en faveur de ces territoires ruraux et c'est l'affaire de tous. Voilà, mais pour être un peu plus cohérent avec ce que dit la droite, pourquoi est-ce que la droite gueule quand En Marche parle de ruralité? Parce que la droite reproche à En Marche de couper les budgets des collectivités en baissant les dotations aux collectivités et surtout, pas tant en baissant les dotations aux collectivités, pardon, plus surtout en supprimant la taxe d'habitation qui est une source non négligeable des collectivités locales. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre, vous le savez, la situation de l'université est préoccupante. En ce moment même, les syndicats étudiants sont mobilisés devant votre ministère pour protester contre le sort réservé aux sans-fac. Le 19 septembre dernier, ce sont plus de 6 000 étudiants en sport qui ont manifesté partout en France. À Besançon, c'est près de 600 étudiants de cette même filière qui doivent se partager un amphithéâtre de 120 places. D'autres encore sont obligés de venir en cours le week-end alors qu'on leur demande simultanément de travailler pour financer leurs études. À Lille, en sciences politiques, les TD sont repoussés de plusieurs semaines à cause d'un manque d'enseignants-chercheurs. Des vacataires de Lyon ont été recrutés en urgence, mais leur faible rémunération couvre à peine leurs frais de transport. À Bordeaux, nos étudiants en sont réduits à attaquer nos universités en justice afin de pouvoir étudier. Pas plus tard qu'hier, j'ai été bouleversée par la situation d'un étudiant que je recevais. Il est sans affectation depuis plus de 2 ans. À tout cela, il faut encore ajouter les conséquences de la LRU qui se font sentir à La LRU, c'est la loi sur l'autonomie des universités. Ça remonte à Valérie Pécresse, c'était au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bref, Sabine Rubin qui pose une question sur la question des moyens des universités. Sabine Rubin, c'est une députée France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Elle a été prof de collège à Pantin. Elle a été formatrice ensuite, puis agent territorial. Et aujourd'hui, elle est élue France Insoumise. De l'université de Strasbourg. Nous sommes coincés dans un système bourré de contradictions. On ne peut qu'attendre que le système implose. Ça ne peut continuer comme ça. Madame la ministre, je sais qu'une réflexion sur le long terme est amorcée. Mais c'est dès à présent qu'il faut parer à l'urgence de la situation. Nous pensons que la représentation nationale doit se saisir au plus vite de cet enjeu. Madame la ministre, comment faire face à cette rentrée 2017 qui voit le nombre d'étudiants grimper en flèche? Situation pour vous, pourtant prévue de longue date. Sabine Rubin qui va devoir arrêter sa question là, c'était 2 minutes maximum, comme pour tous les orateurs. En tout cas, ça lui a quand même permis d'alerter le gouvernement sur la situation des universités. Vous avez raison de le signaler, la préparation de la rentrée universitaire 2017 a occupé pendant tout l'été nombre de présidents d'universités, de recteurs et de personnels. Et je tiens à les remercier aujourd'hui publiquement pour les efforts qu'ils ont accomplis. Aujourd'hui et depuis le début de la semaine, nous terminons les derniers appariements entre les étudiants qui n'ont pas trouvé d'affectation et les places libres. Car oui, il reste aujourd'hui 117 000 places libres dans l'enseignement supérieur, dans les licences universitaires, 9 200 places en BTS et 2 500 places en classe préparatoire. Il est donc temps que nous nous emparions de la question de l'orientation correcte des étudiants et que nous soyons en capacité... Sabine Rubin, la ministre, excusez-moi, qui est en train d'argumenter en expliquant que la question n'est pas tant celle des moyens, du nombre de classes, du nombre de salles, etc., que de l'orientation des étudiants. Elle a commencé par répondre en disant qu'il y avait des places de libre dans beaucoup de filières. Eh bien, de mettre en adéquation l'offre de formation avec les attentes des étudiants. Cette année, le budget de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sera augmenté dans la loi de finances de plus de 700 millions d'euros, dont 234 millions d'euros pour l'enseignement supérieur, ce qui porte le budget de l'enseignement supérieur à 13,4 milliards d'euros pour l'année 2018. Une augmentation de budget pour le ministère de l'enseignement supérieur. Les 100 millions d'euros qui avaient été mis dans les universités en 2017 ont été basés et maintenus en 2018. Ce que nous devons donc faire aujourd'hui, c'est accompagner la réussite des étudiants et c'est à cela que sert la concertation qui a démarré en juillet.
Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michael Nogal. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, la politique de la ville fête cette semaine ses 40 ans. En 1977, cette politique a vu le jour avec les premières opérations Habitat et Vie sociale, initiées pour résorber les dysfonctionnements des grands ensembles d'immeubles construits massivement après-guerre. Prise aujourd'hui en modèle à l'étranger, cette politique a démontré son utilité à améliorer le quotidien de nos concitoyens dans nos quartiers populaires. Et cela grâce à l'implication tant des services de l'État que des élus locaux, des militants associatifs, des entrepreneurs et évidemment des habitants. À l'occasion de cet anniversaire, vous avez réaffirmé l'engagement fort et concret du gouvernement en faveur de la politique de la ville, avec par exemple la sanctuarisation des crédits dans le projet de loi de finances pour 2018 et l'engagement de l'État de financer à hauteur de 1 milliard d'euros le nouveau programme national de renouvellement urbain. Je tiens par ailleurs à souligner les mesures déjà mises en œuvre. C'est Jacques Mézard à nouveau que vous voyez à l'image qui va répondre, puisque c'est une question qui est posée par Michael Nodal sur la politique de la ville. Michael Nodal, il a 26 ans seulement, il est diplômé de l'ISCOM, l'Institut supérieur de la communication. Il a été journaliste pigiste à la Dépêche du Midi. Et ensuite, il a surtout été assistant parlementaire, comme Valentine et comme Jennifer. Il a été assistant parlementaire de Christophe Borgel. Voilà, et il a été élu en juin dernier, à seulement 26 ans. Police de sécurité du quotidien, demandée par les Toulousains comme par l'ensemble des Français. Certains de nos concitoyens ont parfois le sentiment de se sentir à l'écart, oubliés, et ce même au cœur de nos métropoles. Alors Monsieur le Ministre, cette politique de la ville est un enjeu primordial pour la cohésion de nos territoires. À ce titre, pourriez-vous détailler les prochaines initiatives mises en... Alors la politique de la ville, je vous rappelle rapidement pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, la politique de la ville c'est sans doute le truc qui porte le moins bien son nom de toute l'histoire des dispositifs publics. La politique de la ville c'est ce qui désigne l'investissement prioritaire de l'État et des collectivités locales dans les quartiers difficiles. C'est ça, politique de la ville ça veut dire quartier difficile, ça veut dire renouvellement urbain, mais ça veut dire aussi coordination de tous les services, police, santé, justice, éducation, etc. La priorité du gouvernement en ce qui concerne la cohésion des territoires. Il y a deux axes très forts. Nous venons de parler des territoires ruraux. Il y a la politique de la ville. La politique de la ville qui est un axe essentiel parce que je sais les difficultés à la fois des habitants et des élus locaux en charge de ces quartiers prioritaires qui déploient beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie et nous avons le devoir de les aider et que l'État facilite leur action sur le terrain. Réponse financière, effectivement, sanctuarisation des crédits politiques de la ville sur le budget 2018 et sur le quinquennat. Alors sanctuarisation d'un budget, c'est un mot barbare qui veut dire on ne touche pas, il n'y a pas de baisse du budget. Détermination du gouvernement sur ce plan. 1 milliard d'euros sur l'ANRU, oui, c'est aussi un acte fort en faveur de la politique. C'est quoi la cohésion des territoires? La cohésion des territoires, c'est l'intitulé du ministère de Jacques Mézard et ça désigne, c'est un peu, là pour le coup ça s'explique assez bien, cohésion des territoires. Entre les territoires ruraux et les territoires de la ville, le but c'est d'essayer d'avoir une cohérence dans la continuité du service public. Il faut que le niveau de santé, par exemple l'offre médicale dans les territoires ruraux et celle dans les villes, soit la plus proche possible pour pas qu'il y ait d'inégalité entre la France rurale et la France urbaine. Ces quartiers et ce sera accéléré l'année prochaine, l'année suivante, parce que c'est ça l'investissement d'avenir. Et puis il y a la question de l'emploi qui est fondamentale puisque le taux de chômage dans ces quartiers est 2 fois supérieur au reste de la moyenne nationale. Nous avons donc un écart à creuser. J'ai réuni lundi tous les préfets et sous-préfets en charge de ces dossiers-là en leur demandant de mobiliser toute l'action de l'État pour atteindre cet objectif qui est un objectif prioritaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Valérie Rabault. Et c'est au tour de Valérie Rabault de prendre la parole. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, avec votre budget, vous vous apprêtez à créer un méga bouclier fiscal. Grâce à votre proposition, les 7000 Français qui ont plus de 10 millions d'euros de patrimoine vont recevoir un chèque de votre part qui dépassera les 150 000 euros chacun. Ceux qui ont entre 5 et 10 millions d'euros de patrimoine vont recevoir un chèque de plus de 20 000 euros. Monsieur le Premier ministre, Ah, on a une petite coupure alors que c'est Valérie Rabault qui pose une question. Valérie Rabault, elle est socialiste, elle est surtout à la commission des finances et c'est elle qui mène le combat contre le projet de loi de finances pour 2018. Valérie Rabault, elle a présenté un contre-budget aujourd'hui. Vous savez, les députés de l'opposition s'opposent à la feuille de route du gouvernement en proposant des amendements, etc. Mais il y a aussi des députés qui font des contre-propositions. Et bien Valérie Rabault, elle a carrément proposé un contre-budget en proposant de ne pas réformer l'ISF par exemple, de ne pas supprimer des APL, etc. Voilà, en tout cas elle a travaillé pour la
Société Générale et pour BNP Paribas. Valérie Rabault était déjà à la commission des finances sous le précédent quinquennat et elle avait fait fort. Je crois qu'elle était présidente, non? Non, elle n'était pas présidente, je raconte n'importe quoi, excusez-moi. Elle a même fait fort puisqu'elle était allée à Bercy demander directement la présentation d'un certain nombre de documents que l'administration fiscale ne voulait pas montrer. Alors que vous voyez Éric Woerth à l'image, qui est le président de la commission des finances. La mise en place d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les PME que vous supprimez, Monsieur le Premier ministre. Les 15%, vous les avez supprimés, nous les maintenons pour toutes les PME. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a un homme politique qui a écrit ceci. La vie politique est ainsi faite qu'elle oblige à choisir entre des éléments qui n'ont de sens que parce qu'ils se complètent. Cet homme politique, Monsieur le Premier ministre... Tu peux bouger ta souris, s'il te plaît, Tom, merci. A un sens parce que toutes nos propositions se complètent. C'est pourquoi je me permets de vous le remettre et j'espère que vous pourrez nous indiquer quelles sont celles des propositions que vous souhaitez demander à votre majorité de soutenir. Valérie Rabault qui donc descend de sa tribune, des bancs de l'Assemblée pour descendre en direction du gouvernement et remettre son contre-budget au Premier ministre, alors que c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, qui va lui répondre et qui va défendre son budget 2018. Et peut-être qu'il va nous apporter des éléments sur l'ISF et les yachts et les lingots d'or. Mais tout vient à point à qui sait attendre, vous aviez 5 ans pour faire un vrai budget. Le tacle de Gérald Darmanin contre Valérie Rabault, évidemment. Valérie Rabault, elle était avec les socialistes. Donc elle a dit c'est bien gentil votre contre-proposition, mais fallait le faire quand vous étiez au pouvoir. La critique est facile, mais l'art est difficile. Permettez-moi de citer les bons auteurs après avoir cité le Premier ministre. Lors du débat du PLF 2017, vous disiez, Madame Rabault, la sincérité budgétaire est une notion juridique précise et, ajouterais-je, sérieuse qu'il faut respecter. C'est ce que nous faisons, 4,5 milliards de budgétisation, de vraie budgétisation, que vous avez oublié alors que vous étiez rapporteur général du budget. Vous nous avez dit, le 16 octobre 2012, attaquant la gestion du gouvernement Fillon, vous disiez « Qui peut croire qu'avec autant de charges de la dette et autant de dettes, on peut durablement gouverner le pays ?» C'est ce que nous faisons. Gérald Darmanin qui est assez fin dans sa réponse puisqu'il savait que Valérie Rabault allait poser une question. Il se doutait évidemment que ce serait une question pour lui sur le budget. Donc il est allé chercher des citations de Valérie Rabault de 2012 et de 2017. C'est assez bien joué de sa part. Pas touché aux dotations. Vous avez baissé les dotations. Et avec Gérard Collomb et Jacques Mézard, nous sommes le premier gouvernement depuis 11 ans à ne pas baisser les dotations aux collectivités locales. Vous nous avez dit... Il est crucial pour les années qui viennent, qui suivent, de soutenir le pouvoir d'achat des Français. En fait, votre budget, c'est un renoncement aux économies pour renoncer au pouvoir d'achat. C'est bien toute la différence. Vous renoncez et nous agissons. Voilà, c'était l'échange d'amabilité entre l'ancienne majorité PS et l'actuelle majorité En Marche, dont le ministre des Comptes Publics est un ancien républicain, comme quoi on peut régler ses comptes à 5 ans d'écart. Allez, on change de question et c'est Nathalie Elima qui va poser une question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pendant plus de 50 ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l'universalité. Cela signifie que cette politique s'adressait à toutes les familles, sans condition d'origine ni sociale. Elle reposait par conséquent sur l'idée que chaque enfant est une chance et une richesse pour la France, pour son avenir, pour notre avenir, et ce, quelles que soient les ressources dont disposent ses parents. Or, ce consensus a été mis à mal sous le précédent quinquennat à travers la modulation des allocations familiales en fonction des ressources, mais également des deux baisses du quotient familial. La ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Buzyn, a présenté des priorités fortes en matière de politique familiale que nous saluons et qu'évidemment nous soutiendrons dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Parce qu'il n'est de richesse pour une nation que ses enfants, les députés du groupe MoDem sont profondément attachés à la famille et à la politique familiale, et en particulier à son caractère universel. Ok, mais alors est-ce que ça veut dire que le gouvernement En Marche va revenir sur la modulation des allocations familiales? Il est à nos yeux essentiel de réparer l'erreur qu'a commise François Hollande en confondant
politique sociale et politique familiale. Ok, alors ça, faut que je vous explique. En gros, ce qu'elle explique, cette députée Nathalie Elima, députée du Val d'Oise, elle a été maire adjointe de Margency. Elle a fait activement la campagne de François Fillon. François Fillon, que l'on savait très attaché au maintien de l'égalité des prestations des allocations familiales. En gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, les allocations familiales sont les mêmes pour toutes les familles, quel que soit leur niveau de richesse. Donc en gros, c'est en fonction du nombre d'enfants qui étaient simplement calculées les allocations familiales. Mais sous le quinquennat précédent, il y a eu une modulation des allocations familiales. En gros, les familles les plus pauvres touchaient plus d'allocations familiales que les familles les plus riches qui en touchaient un peu moins. Et ça a beaucoup énervé une grande partie de la droite à l'époque, et donc probablement de cette députée Nathalie Elimas, proche de François Fillon. Nous avons en France la chance d'avoir... Et donc c'est Agnès Buzyn qui va répondre en commençant à défendre son projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc est-ce qu'elle souhaite revenir sur la modulation des allocations familiales? Est-ce qu'elle va augmenter les allocations familiales des familles les plus riches? C'est un atout pour notre pays que nous devons impérativement conserver parce que oui, vous avez raison, Madame la députée, chaque enfant est une chance, chaque enfant est une richesse pour la France. Cette politique familiale s'adresse à toutes les familles. Ce principe d'universalité de la politique familiale, j'y suis attachée, comme je suis attachée à l'universalité de la sécurité sociale en général. J'en veux pour preuve que l'une des mesures fortes que le gouvernement présentera dans le PLFSS pour 2018 est l'augmentation de 30% de l'aide dont peuvent bénéficier les familles monoparentales pour faire garder leurs enfants. Cette revalorisation ne tient pas compte des ressources de la famille. Elle s'adresse à tous les parents qui élèvent seuls leurs enfants et qui rencontrent plus que les autres des difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale, quel que soit leur niveau de revenu. Vous dites que la politique familiale a évolué ces dernières années. C'est vrai, mais c'est parce que la famille a évolué. Et le gouvernement doit prendre la mesure de ces évolutions. Que constatons-nous? Que la garde des enfants est la première préoccupation des familles aujourd'hui. Qu'il y a de plus en plus de familles fragiles et que la séparation des parents déstabilise notamment financièrement les familles monoparentales. Et qu'il y a toujours autant d'enfants pauvres, 3 millions. C'est pour cela que j'ai décidé d'orienter ma politique familiale autour de 2 grands axes. Un soutien renforcé aux familles qui en ont le plus besoin et un véritable investissement dans la garde des enfants. Qu'en est-il des allocations familiales? Alors, qu'en est-il des allocations familiales? La question doit être posée en dehors de tout Merci, combat Madame la idéologique. Ministre. Il n'y a pas de réponse claire d'Agnès Buzyn à ce stade-là sur la modulation des allocations familiales. En tout cas, vous l'avez entendu, elle veut tenir compte de l'évolution des familles dans sa politique familiale et donc notamment orienter beaucoup les aides sur la garde d'enfants. Et des finances, et j'y associe mon collègue député du Bas-Rhin, Frédéric Reiss. Le mardi 26 septembre dernier, les groupes Alstom et Siemens présentaient leur projet de groupement d'activités ferroviaires franco-allemand dans le but de concurrencer le leader mondial chinois CCRC. Or, ce groupe ne sera pas un groupe franco-allemand puisque c'est bien le rachat d'Alstom par Siemens qui détiendra 50% des parts du nouveau groupe auquel nous assistons. C'est ainsi un des fleurons nationaux de notre économie qui passe sous pavillon allemand. C'est ainsi un secteur stratégique pour notre industrie, le transport ferroviaire, sur lequel l'État n'aura plus totalement la main. Les garanties présentées, à savoir que le siège social sera basé en France, que le groupe sera coté au CAC 40 et que M. Poupart-Lafarge sera désigné à la tête de ce groupe, sont des garanties artificielles, car celui qui décide est celui qui détient le capital, et dans le cas présent, ce sera Siemens. À ce stade, la seule chose qui peut rassurer les 8800 salariés français d'Alstom Transport est que l'État exerce son droit d'option auprès de Bouygues, lui permettant d'acquérir 20% du capital d'Alstom. S'agissant plus spécifiquement du site Alstom de Belfort, vous m'avez en revanche rassuré, et je tenais à vous en remercier, Monsieur le Ministre, en annonçant qu'Alstom Siemens s'engage à reprendre à son compte le plan de sauvetage du site. Ça c'est intéressant, Yann Boucard qui vient de Belfort, vous l'aurez compris, qui s'intéresse donc particulièrement à la question des emplois d'Alstom à Belfort, qui pose une question au gouvernement en étant critique vis-à-vis du gouvernement sur la fusion Alstom-Siemens. Vous l'avez entendu dans sa question, il a été clair en disant que c'est une entreprise française qui passe sous pavillon allemand et ça c'est pas cool. Ceci étant, il donne un satisfecit au gouvernement sur la situation particulière de l'usine Alstom de Belfort. En tant qu'élu de Belfort, il tient à remercier le gouvernement sur le fait qu'il a obtenu des garanties sur le maintien des emplois. C'est intéressant, c'est mesuré comme question. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous m'indiquer quelle garantie avez-vous que les emplois français soient pérennisés au-delà du délai de 4 ans prévu par l'accord et que le site historique et hautement symbolique d'Alstom à Belfort, berceau notamment du train à grande vitesse, soit sauvé définitivement? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. Voilà, Yann Boucard, les Républicains, qui a posé une question assez circonstanciée sur l'accord Monsieur le Président, Alstom-Siemens, et c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des Finances, qui va lui répondre. Boucard, vous avez parfaitement posé
le défi auquel nous sommes confrontés. Nous avons un géant industriel ferroviaire chinois qui n'existait pas il y a quelques années et qui est devenu, en 17 ans, le premier constructeur ferroviaire mondial, avec 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3 fois le chiffre d'affaires d'Alstom, 7 milliards d'euros d'investissement, tous les contrats et appels d'offres aux États-Unis gagnés par ce leader chinois, un investissement en République tchèque, en préparation près de Skoda, qui vient menacer directement nos propres investissements en Europe. Face à cette réalité, il y a deux possibilités. On peut rester seul et disparaître, ou nous pouvons faire le choix qui était celui du président de la République et du Premier ministre de s'unir avec Siemens, avec un autre champion industriel allemand pour être plus forts ensemble. Il y a des garanties qui ont été prises, qui vont faire de ce leader ferroviaire le numéro 2 mondial en matière de transport, le numéro 1 mondial en termes de signalisation ferroviaire, qui est probablement l'activité qui sera la plus rentable à terme. Des engagements sur l'emploi, des engagements sur les sites. Tous les emplois seront maintenus en France, tous les sites, dont le site de Belfort, seront maintenus en France. Les engagements de l'État. Tous les sites et tous les emplois seront maintenus en France pendant 4 ans. Attention, pendant 4 ans. Et c'est ça la question qu'a posée le député. C'est et après. Seront surveillés par un comité national de ferroviaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire les trains. Je tiens à saluer votre attitude responsable. Alstom et Siemens, ils vont fabriquer des trains. Je tiens à saluer l'attitude responsable aussi du maire de Belfort, Damien Meslot, qui a salué cette fusion entre Siemens et Alstom, parce que lui-même, maire de Belfort... Pas tout à fait d'accord avec Bruno Le Maire quand il dit que le maire de Belfort, Damien Meslot, a salué l'accord. Oui, non, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Damien Meslot, c'était le député maire de Belfort qui était le prédécesseur de Yann Boucard. Yann Boucard, c'était son assistant parlementaire qui a été élu à la place de son patron en juin dernier. Monsieur le ministre, la parole est maintenant à monsieur Daniel Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, en se rendant hier sur le site de Whirlpool à Amiens, le président Emmanuel Macron a honoré l'engagement qu'il avait pris auprès des salariés de l'entreprise de revenir sur place s'il était élu. Le cas de Whirlpool illustre la capacité de l'État. Vous vous souvenez de l'usine Whirlpool d'Amiens pendant entre les deux tours de la présidentielle avec Macron et Le Pen? Macron avait pris l'engagement qu'il retournerait à Whirlpool et il y est retourné, c'était hier. Et il a même échangé quelques mots avec François Ruffin, élu d'Amiens. La qualité du dialogue social et au soutien des autorités publiques va pouvoir s'orienter vers des marchés d'avenir en produisant notamment des colis connectés et des chargeurs de batteries. Lorsqu'il s'est rendu à la rencontre des salariés de Whirlpool le 26 avril dernier, le candidat Emmanuel Macron avait soutenu avec force que la réponse aux difficultés industrielles et au chômage, c'est de réformer notre marché du travail et le financement de notre économie pour encourager l'investissement productif en France et l'innovation. C'est le sens des ordonnances qui ont été prises pour réformer le Code du travail et développer le dialogue social. C'est le sens aussi des dispositions du budget 2018 relatives à la fiscalité des entreprises et du capital. C'est un budget qui place l'efficacité économique au service de la justice sociale. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous préciser la méthode et les réformes à venir qui s'inspirent de cette stratégie du dialogue social dans le prolongement de la démarche du président de la République à Amiens? Merci, monsieur. Daniel Labaronne, donc, qui a posé une question suite à la visite d'Emmanuel Macron à Whirlpool, à l'usine d'Amiens. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député... Et c'est à nouveau Bruno Le Maire qui va lui répondre. Début 2017, le groupe Whirlpool annonçait son intention de fermer son site d'Amiens avec, comme conséquence immédiate, la suppression de 316 emplois à Amiens. Les services publics ont cherché un repreneur, ont examiné 3000 offres, en ont retenu 5 et en ont choisi une solide qui va permettre de transformer le site en profondeur. C'est l'engagement qu'avait pris le président de la République, c'est cet engagement qu'il a tenu, c'est celui qu'il a voulu vérifier en se rendant hier sur le site d'Amiens pour s'assurer que les emplois qui devaient repartir étaient bien présents et offraient de vraies perspectives d'avenir aux salariés de Whirlpool. C'est le cas et ça prouve une chose, l'industrie a un avenir en France. Mais elle a un avenir à condition que
nous ayons une stratégie claire. Elle a un avenir si on ne regarde pas le passé, mais si on regarde l'avenir. Elle a un avenir si on est capable d'investir, d'innover et de financer cet investissement et cette innovation en allégeant massivement la fiscalité sur le capital, comme nous avons décidé de le faire dans le projet de budget pour 2017. Sans capital, pas d'investissement, sans investissement, pas d'innovation. Et sans Bruno Le Maire qui profite de la question de Daniel Labaronne pour en remettre une couche sur le choix budgétaire qui a été celui du gouvernement pour le budget 2018, à savoir encourager le capital, encourager les grandes fortunes à investir dans l'économie en achetant des actions, des obligations, en prenant des risques d'investissement contre les revenus de la rente immobilière par exemple. De nouvelles qualifications, de nouvelles formations et un véritable métier d'avenir sur les territoires. Elle a un avenir enfin. Si l'État joue son rôle, accompagne, soutient, aide à l'investissement. C'est ce qui a été le cas pour Whirlpool, ce sera le cas sur tous les sites industriels qui sont menacés et nous annoncerons très prochainement la nomination d'un commissaire interministériel à la réindustrialisation du pays pour prévenir les risques de fermeture du site, accompagner les industries et préparer l'avenir industriel de la France. Voilà la conclusion de la réponse de Bruno Le Maire qui annonce la nomination d'un haut commissaire interministériel, c'est ça, à la réindustrialisation du pays. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, vous avez lancé il y a quelques jours les travaux dans le cadre des assises de l'outre-mer et chaque territoire aura à cœur de vous faire remonter ses attentes à l'égard de l'État. La Nouvelle-Calédonie, comme chacun le sait, doit faire face à des enjeux politiques et institutionnels majeurs avec l'organisation dans un an environ d'un référendum d'autodétermination. Mais cette échéance fait déjà l'objet d'un accompagnement très fort de la part des partenaires de l'accord de Nouméa et ne saurait constituer la thématique de ces assises alors que nous devrions plutôt orienter nos réflexions sur le secteur de la jeunesse. Lors de votre récent déplacement en Calédonie, vous avez pu mesurer les spécificités de notre territoire en la matière et si, heureusement, une grande partie de la jeunesse réussit à s'insérer, toute ethnie confondue, en dépit d'un contexte économique difficile, 600 jeunes quittent encore chaque année le système scolaire sans qualification, sans diplôme, sans emploi et une grande partie d'entre eux restent encore sur le bord du chemin, un chemin qui mène encore trop souvent à la délinquance. Vous en conviendrez avec moi, les autorités calédoniennes et l'État doivent unir leurs efforts en la matière. Or, si des outils existent, la palette des dispositifs d'accompagnement et d'encadrement reste encore insuffisante. Insuffisance en matière d'accompagnement d'abord avec l'attente de l'extension des mesures garanties jeunes et emploi d'avenir sur lesquelles l'engagement de l'État tarde à se concrétiser. Insuffisance en matière d'encadrement aussi, même si je dois saluer les résultats exceptionnels du service militaire adapté, celui-ci n'accueille, comme vous le savez, que des majeurs et des majeurs sans passé de délinquance. Or, chaque année, 2200 mineurs sont impliqués dans des faits de délinquance en Nouvelle-Calédonie. 60% de la délinquance de proximité est le fait de mineurs. Et la moitié de ces mineurs... Philippe Dunoyer, qui est un député Les Constructifs, évidemment, vous l'aurez compris, qui est issu de Nouvelle-Calédonie. Et comme il l'a rappelé au début de sa question, il y a un référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie qui est prévu l'année prochaine. C'est marrant comme quoi l'actualité résonne particulièrement avec la question catalane, même si on ne peut pas comparer une seconde la question de la Nouvelle-Calédonie avec la question catalane. C'est pas du tout pareil, mais c'est intéressant quand même de savoir que oui, il y a un référendum prévu l'année prochaine sur un territoire français pour son éventuelle autodétermination. Ministre des Outre-mer. C'est quoi les constructeurs? C'est quoi les constructifs? La droite parlementaire est divisée en deux groupes. Il y a les groupes Les Républicains qui sont opposés à En Marche et il y a les constructifs qui sont d'anciens Républicains mais qui sont plutôt avec En Marche. Combien la question de la jeunesse était cruciale en Calédonie et j'ai souhaité d'ailleurs à cette occasion avoir une rencontre spécialement pour eux, les entendre, connaître leurs espoirs, connaître leurs difficultés et mieux analyser les besoins. Les assises des Outre-mer, vous l'avez dit, le président de la République les a voulues ouvertes et a souhaité que chaque préfet, avec l'ensemble des élus des territoires, définisse les sujets de ces assises, territoire par territoire. Et nous avons bien entendu, et je vous soutiens, pour que la question de la jeunesse soit centrale dans ces assises organisées en Nouvelle-Calédonie. Oui, la préoccupation de la question de la jeunesse sera au centre des assises. Ces enfants des accords de Matignon et de Nouméa méritent toute notre attention et méritent aussi que nous puissions leur apporter une réponse co-construite entre l'État et le gouvernement de Calédonie. Vous l'avez rappelé, 600 jeunes quittent chaque année de 16 à 18 ans l'école sans qualification. Vous avez parlé effectivement du basculement de certains malheureusement dans la violence et cette violence s'exerce souvent à l'encontre de... Dans la délinquance à minima. Alors je veux vous assurer ici que si un certain nombre de dispositifs ont déjà été mis en place et je veux les rappeler, le protocole d'accord pour la mise en œuvre des projets éducatifs qui a été signé
En 2016, le RSMA, dont vous avez parlé avec l'ensemble de ses réussites, le service civique néo-calédonien, la brigade de prévention de la délinquance, tout ça ne suffit pas à répondre aujourd'hui aux besoins de la Calédonie. Donc moi, je vous propose effectivement que le rapporteur général et son équipe soient à votre disposition dans le cadre de ces assises pour mener... Il y a tous les députés qui posent des questions au gouvernement qui suivent Acropolis immédiatement après avoir posé leurs questions. Je trouve ça très drôle. Donc un gros bisou à vous les députés qui regardent Acropolis dans l'hémicycle et surtout un gros bisou à vos assistants et assistantes parlementaires qui tiennent votre compte Twitter. Pardon, c'était la fin de la réponse de la ministre sur la question de la Calédonie et elle a rappelé qu'il y a des assises des Outre-mer qui sont lancées. Mon collègue Jacques Maire, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le président de la République s'est engagé, et il a confirmé cet engagement à la tribune des Nations Unies, à ce que, à la fin de son mandat, l'aide publique au développement française atteigne 0,55% du revenu national brut. Alors ce ne sont certes pas les 0,7% sur lesquels la communauté internationale s'était engagée en 1970, mais cela représente tout de même 6 milliards d'euros supplémentaires sur un budget qui est aujourd'hui de 9 milliards et qui donc passera à 15 milliards en 2022. Je crois que notre Assemblée peut unanimement saluer cet effort de solidarité pour l'avenir de pays en développement qui sont aussi notre avenir. L'effort budgétaire, dans les difficultés que nous connaissons, les difficultés financières, l'effort budgétaire pour les pays de développement sera donc au rendez-vous, mais l'efficacité de notre politique de développement devra l'être également. D'où ma question, Monsieur le ministre, qui est double. À quel rythme chaque année va se faire cette trajectoire budgétaire qui, en moyenne, devrait représenter 1,2... Vous voyez là à l'image Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui va répondre probablement à Hubert Julien Laferrière, le député En Marche, qui lui pose une question sur l'aide au développement. Il a rappelé en début de sa question que le président de la République Emmanuel Macron s'était engagé à ce que la France augmente son aide au développement pour les pays en voie de développement. Évidemment, ça fait un lien direct avec l'Assemblée Générale des Nations Unies que vous avez vu en direct sur Acropolis, où on a entendu tous ensemble Emmanuel Macron rappeler cet engagement de passer à 0,5% du produit national brut, du PNB ou du PIB d'ailleurs, j'ai un doute, sur l'aide au développement, et c'est en deçà des 0,7% auquel d'ailleurs il s'était engagé pendant la campagne Emmanuel Macron, si je ne dis pas de conneries, et auquel la communauté internationale s'est engagée. De celle-ci par les acteurs locaux des territoires et qui permettent une mise en œuvre plus intégrée des objectifs du développement durable adopté il y a 2 ans par la communauté internationale. Je vous remercie. Merci. Voilà, Hubert Julien Laferrière, je le précise rapidement, mais ça ne vous étonnera pas, il est économiste spécialisé sur les questions de développement et de coopération internationale. Julien Laferrière, vous avez raison, la France est... Et c'est un député lyonnais. ...dans l'aide au développement, parce qu'elle occupe une place singulière dans la communauté internationale. Elle est pilote et leader dans la lutte contre le changement climatique. Elle est pilote et leader dans la lutte contre les grandes pandémies, où elle a pris une place très importante. Elle est pilote et leader aussi demain. Et oui, rappelez-vous sur les grandes pandémies Ebola, où l'Institut Pasteur, la France était vraiment en pointe, et sur la recherche et sur la réponse du président Macron à Ebola. En février prochain. Elle est aussi pilote dans l'action que nous pouvons mener en Afrique. Et pour toutes ces raisons, y compris l'attente à l'égard de notre pays, le président de la République a décidé de porter l'aide au développement à 0,55% du produit intérieur brut en 2022. C'est bien le PIB. 0,37 d'aujourd'hui, ce qui fait des augmentations significatives qui vont commencer dès le budget 2018, puisqu'il y aura une augmentation de 4% du budget en 2018. Et je serai amené à la demande du Premier ministre de faire une proposition de trajectoire financière avant la fin de l'année que j'évoquerai devant les commissions spécialisées. Mais il ne suffit pas d'avoir une augmentation, il faut aussi modifier l'organisation de l'aide. Et mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de dons et moins de prêts, davantage de bilatéral et moins de multilatéral, davantage de financement par le biais des ONG que par le biais des organismes publics. Et tout cela... Attends, il s'est trompé là en disant qu'il voulait plus de bilatéral et moins de multilatéral. Il n'a pas inversé un peu les deux mots? La solidarité... Ça, il faudra demander à Alexandre qui vous fasse un point dans la prochaine communauté de l'ONU là-dessus. Pour évoquer cette stratégie. Merci. Voilà, c'est la fin de la réponse de Jean-Yves Le Drian qui a rappelé l'engagement de la France d'augmenter l'aide au développement. Allez, Gabriel Serville, pour l'avant-dernière question de cette séance. Chargé de la transition écologique, sous couvert de mettre en œuvre des ambitions partagées en vue d'ériger la France en élève modèle de la transition énergétique, le gouvernement revient en catimini et sans aucune concertation sur des compétences décentralisées au bénéfice des collectivités d'outre-mer par la loi d'orientation de décembre 2000.
17 ans plus tard, et dans les différences générales, les Guyanais se voient donc dépossédés de leur droit de décider par eux-mêmes et payent le prix de l'esprit néocolonialiste qui survit chez quelques-uns de nos dirigeants. Monsieur le ministre d'État, quelle collectivité de l'Hexagone aurait-elle supporté qu'on lui interdise d'exercer l'une de ses compétences, privant par là même son territoire d'un potentiel moteur de développement économique sans même lui demander son avis? Pourtant, en mars dernier, les Guyanais sont massivement descendus dans les rues pour hurler leur ras-le-bol général face à un pouvoir central qui refuse d'écouter et d'entendre le désespoir de ses citoyens d'Amazonie. Dois-je rappeler qu'en 2017, un Guyanais... Gauche démocrate et républicaine, c'est quoi? La gauche démocrate et républicaine, c'est un groupe parlementaire qui représente les communistes. Que dire du taux de chômage qui culmine à 23%? En vérité, pour faire simple, et contre toute attente, vous envoyez un mauvais signal aux Guyanais lorsque, parallèlement à l'interdiction qui leur est faite de décider s'ils veulent ou non exploiter leurs ressources, vous annoncez la suppression de certaines normes environnementales et sociales dans le BTP d'une part, et la suppression des aides au maintien de l'agriculture bio d'autre part, tandis que vous reculez sur l'interdiction. Il y a un truc intéressant avec Gabriel Serville, donc vous l'aurez compris, hein, il est député guyanais et il défend la place de la Guyane dans les discussions en cours sur la question de la transition écologique. Il s'est opposé à Nicolas Hulot récemment, le ministre de la Transition écologique d'ailleurs, qui va probablement répondre à sa question sur la question des hydrocarbures, parce que vous savez que Nicolas Hulot s'est engagé à ce que la France ne délivre plus d'autorisation de prospection d'hydrocarbures en mer, et ça concerne notamment la Guyane, et ça apparemment Gabriel Serville il n'est pas content que Nicolas Hulot ait annoncé ça. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Serville, je ne pense pas vous convaincre dans le peu de temps qui m'est accordé de l'attention toute particulière que je voudrais porter à la Guyane, mais je pense le faire, je l'espère, dans un dialogue prolongé et dans des séances de travail. Il y a quelques jours, en conformité avec des engagements qui avaient été pris entre le gouvernement et notamment avec le président de l'Assemblée guyanaise, j'ai accordé un droit de suite à la prolongation du permis d'exploration dit de Guyane maritime qui relevait des droits acquis dans le projet de loi hydrocarbures auquel d'ailleurs je ne veux faire aucune exception. Dans les prochaines semaines, nous allons également transférer à la collectivité territoriale de Guyane la compétence relative au titre minier en mer, conformément, comme vous l'avez dit, à des engagements qui ont été pris de longue date. Ah bah c'est bon alors. Qui n'a jusqu'à présent pas été mis en œuvre. Mais au-delà de votre interpellation... Attends, si je dis pas de conneries, il n'y a pas d'embrouille. C'est-à-dire que Nicolas Hulot vient d'annoncer aux députés guyanais que c'est bien la Guyane qui va se voir transférer la compétence de délivrage de délivrement des permis d'exploration d'hydrocarbures en mer. L'engagement que je prends de vous à moi. Je m'engage à mobiliser l'ensemble de mes services pour apporter des réponses concrètes à vos préoccupations qui sont celles des Guyanais. La qualité de l'accès à l'énergie en est par exemple un exemple essentiel. Il y a des choses notamment dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est très ambitieuse. 85% d'énergie renouvelable en 2023 dans votre territoire avec des retours économiques en termes d'emploi et en termes de sécurité d'approvisionnement énergétique. Notre responsabilité, Monsieur le député, c'est maintenant de passer dans la phase action et on va très rapidement lancer un point d'étape pour savoir où nous en sommes des engagements qui ont été pris, mais aussi pour mobiliser les entreprises, les services de l'État pour que ces mesures soient suivies des faits. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà, c'était Nicolas Hulot. C'est rare qu'on entende Nicolas Hulot aux séances de questions d'actualité au gouvernement. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, vous étiez présent lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire pour l'ouverture des rencontres Africa 2017 visant à réunir entreprises françaises et africaines. Le format de l'événement est... C'est quoi l'Assemblée guyanaise? C'est comme le conseil régional de ta région, sauf que c'est en Guyane. Et ça s'appelle l'Assemblée guyanaise. Tunis et Nairobi. C'est comme le conseil de Corse, quoi. Favoriser les investissements, mobiliser nos PME françaises vers l'international et en premier lieu vers l'Afrique, continent en pleine croissance économique. Les thématiques de l'événement témoignent des défis et des opportunités immenses qui s'offrent à nos entreprises sur le continent. L'émergence de villes durables, le boom des technologies numériques, les énergies renouvelables ou encore l'agriculture. Pourtant, nous connaissons tous les chiffres négatifs de notre balance commerciale. 125 000 entreprises françaises seulement sont comptabilisées chaque année comme exportatrices, quand elles sont 212 000 en Italie ou 295 000 en Allemagne. La balance commerciale dont parle Marie Lebec, je rappelle que c'est la différence entre ce que la France exporte et ce qu'elle importe. Et la balance commerciale en France, elle n'est pas top. L'économie française importe plus qu'elle n'exporte. De nos PME doit donc être une priorité pour notre économie. Je me réjouis que le gouvernement prenne à bras-le-corps ce sujet et se mobilise si fortement. Plusieurs ministres se rendront demain à Tunis puis à Nairobi pour accompagner nos entreprises
et incarner notre équipe de France économique sur le marché africain. Mais les sujets à traiter sont multiples. Formation au commerce international, financement adapté, différenciation de nos offres, organisation du dispositif export. Nous avons également de superbes atouts à valoriser, comme la marque France ou la francophonie économique, au sein de laquelle nous devons davantage nous impliquer, comme l'a indiqué hier notre collègue Jacques Krabal. Le futur projet de loi sur la croissance des PME du ministre de l'économie contiendra un volet sur leur internationalisation. Marie Lebec qui plaide donc pour des coopérations économiques entre la France et l'Afrique. Marie Lebec, elle a 26 ans, elle est députée En Marche des Yvelines. Elle était assistante parlementaire avant de Christian Franqueville, c'était un député PS. En coordination avec Jean-Baptiste Lemoyne et les autres membres du gouvernement impliqués. Elle a fait Sciences Po Bordeaux et elle a été diplômée aussi de l'université de Cardiff. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est Jean-Yves Le Drian qui va lui répondre. Madame la députée Marie Lebec, vous avez raison de souligner le succès du Forum Africa 2017 qui s'est tenu hier et avant-hier à Abidjan et qui va se poursuivre parce que c'est la même démarche demain à Tunis. Le Premier ministre y sera présent et en même temps à Nairobi. C'est une initiative franco-ivoirienne qui a pour objectif non pas de faire des grands discours, mais d'être un forum d'action. Et effectivement, comme l'a rappelé Jennifer dans le chat, Marie Lebec, elle est présidente du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a pas mal de groupes d'amitié comme ça internationaux qui permettent de faciliter les relations, notamment entre les parlementaires des deux pays. Dont 500 françaises, et qui ont pu établir des partenariats, des accords, de l'innovation commune, d'une certaine manière à égalité, pour permettre le développement, singulièrement en Afrique. Or, vous savez que l'Afrique est à la fois un territoire en pleine croissance, mais un territoire où la compétition entre d'autres acteurs que les acteurs français ou européens se déploie, en particulier avec les Chinois, les Indiens, les Turcs. Il faut être au rendez-vous et on peut être au rendez-vous avec un bon partenariat entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. C'était le but de cette rencontre qui avait déjà été initiée à Paris en 2016 et qui avait déjà eu un succès réel. Vous me posez une deuxième question qui est liée, c'est le commerce extérieur de la France qui ne va pas bien. 36 milliards de déficit au premier semestre, 48 milliards l'année dernière. Il faut donc changer les données. Oui, mais ça remonte à 2000, hein. Donc on peut passer en arrière si vous voulez. Jean-Yves Le Drian qui s'est pris une réflexion d'un député de droite qui lui a dit ouais, la balance commerciale elle est mauvaise, c'est à cause d'En Marche en gros. Et Le Drian qui répond du tac au tac, oui, quand vous étiez au pouvoir c'était pas bien mieux. Plus de transparence, plus de simplicité pour que les entreprises exportent et qu'il y ait vraiment dans ce pays une culture de l'exportation qui se mette en œuvre. Merci Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que ça vous a plu. On a vu tout un tas de questions sur tout un tas de sujets dont certains avaient déjà été abordés hier, mais il y en a eu aussi des nouveaux. J'ai trouvé que c'était une séance assez vivante. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat? Pardon. Et oui, c'est l'heure de la pause Pépito. Il est déjà 16h. Et en même temps, Le Drian, il peut pas trop dire c'est à cause du quinquennat précédent. Ah bah non, Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense de François Hollande. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu dans sa réponse sur le partenariat France-Côte d'Ivoire, il a salué le fait que c'était une initiative qui avait été lancée par le quinquennat précédent. Donc, comme quoi. Quand Gérald Darmanin t'explique que le quinquennat précédent tout est acheté, Jean-Yves Le Drian il vient rattraper en disant ouais non il y a eu des trucs bien. Donc voilà, on dit au revoir à Facebook, merci les copains de Facebook, pensez à vous abonner à la page Acropolis, c'est l'occasion, allez ciao bye bye. Et moi je reste avec vous sur Twitch et sur YouTube Live pour répondre à vos questions. Beaucoup de députés ultramarins pour poser des questions. Saint-Martin, Guyane, Nouvelle-Calédonie. Effectivement, aujourd'hui, on a eu 3 députés ultramarins et j'ai notamment noté la première question au gouvernement qui a été posée par la députée de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sur les suites de l'ouragan Irma. C'était une question assez intéressante. Qu'est-ce que vous pensez des réponses des ministres, des questions des députés, etc. Il y avait plus d'action que dans les dernières QAG. Alors je sais pas si c'était plus d'action ou pas, parce que les dernières QAG ça a été quand même assez... les dernières QAG c'était hier et c'était surtout sur le terrorisme. Et bon, c'était assez différent, on avait une question du Front National, etc. On était sur des enjeux un peu différents. Comment ça marche la procédure pour poser des questions? Il y a beaucoup d'En Marche. Alors je te rappelle rapidement prof, qu'est-ce que c'est que la démarche comme tu l'appelles. Les séances de questions d'actualité au gouvernement proposent 15 questions
de chacune 2 minutes avec 2 minutes de réponse. Donc 15 x 4 minutes, tu arrives exactement à 1 heure, la durée de la séance. Et donc les 15 questions, ce sont 15 députés et les questions en fait sont réparties par groupe politique en fonction du poids politique des groupes politiques. Donc En Marche étant le groupe majoritaire, c'est En Marche qui pose le plus de questions. Mais tu as une question de la France Insoumise, tu as une question gauche démocrate et républicaine, tu as une ou deux questions des Républicains, tu as une ou deux questions Modem, une ou deux questions des Constructifs, et une question PS aussi, Nouvelle Gauche. Et normalement, si le compte est bon, on arrive à peu près à 15, sachant que les non-inscrits, les députés non-inscrits, comme par exemple les députés Front National, mais c'est pas les seuls, peuvent poser des questions une fois toutes les 8 semaines à peu près à tour de rôle. Ensuite, une fois que chaque groupe parlementaire a son prorata de questions, et ben, ils s'organisent en interne pour savoir, bon bah cette semaine, on a 4 questions à poser comme la semaine dernière, qui c'est qui veut poser une question? Et donc ils s'organisent, ils discutent, ils disent bah tiens, toi tu viens de rendre un rapport, est-ce que tu veux poser une question? En fait c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe, c'est plutôt j'aimerais bien poser une question parce que moi dans ma circonscription il se passe ça, par exemple je suis député d'Amiens et là il y a le président de la République qui s'est pointé pour parler d'Alstom, moi j'aurais posé une question. Pareil sur, vous l'avez entendu sur, merde attendez, j'essaie de chercher, sur Irma, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la députée du territoire qui vient d'être frappée par l'ouragan il y a un mois, elle dit bah moi j'aimerais bien poser une question pour savoir ce que fout le gouvernement un mois plus tard, où est-ce qu'on en est, la rentrée scolaire, etc. Voilà c'est comme ça, donc ça négocie, ça discute, et puis les députés s'arrangent entre eux, hein. Ils disent bon écoute cette semaine je te laisse poser une question, t'es prioritaire vu l'actualité, la semaine prochaine si on peut essayer de me laisser poser une question ça m'arrangerait, parce que je voudrais parler de ça. Voilà c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, et il y a Théo qui est toujours beaucoup plus précis que moi et qui vient d'écrire dans le chat la répartition. Donc sur les 2 séances de QAG par semaine, il y a 15 questions pour la majorité, En Marche plus Modem, 15 questions pour les oppositions. Ah oui d'accord, ok, ils ont fait un 50-50, donc 15% majorité, 15% opposition, sauf que l'opposition, il y en a plusieurs à l'Assemblée nationale, donc les 15 questions de l'opposition sont réparties entre les Républicains, les Constructifs, la Nouvelle Gauche, la France Insoumise et la gauche démocrate et républicaine. Et les députés non inscrits posent une question chaque 7 séances. Ah, je crois que c'était 7 semaines. Non, c'est 7 séances. Voilà. Du coup, ça fait très autopromotion. Genre, vous avez raison, ça montre... Ah. On pas le pouvoir du Parlement est logé contre le nombre de M. Merci Jean. Non, mais ça fait autopromotion pour les députés de la majorité. Encore une fois, n'oubliez pas que les députés de la majorité, leur but politique, c'est de soutenir le gouvernement. Ils sont d'accord avec le gouvernement, ils travaillent avec le gouvernement à la transformation du pays, etc. etc. Donc quand ils posent une question au gouvernement, ils ne posent pas une question pour embêter le gouvernement. Vous savez, c'est un peu comme des avocats qui posent, vous savez, dans les séries américaines, tu as l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civile qui pose des questions aux témoins. Bon bah, en fonction de la position de l'avocat, il ne cherche pas à mettre en difficulté le témoin. Ou alors, à l'inverse, vu qu'il est en attaque, il essaye de le mettre en difficulté, de souligner ce qui ne va pas, de pointer ses hypocrisies, etc. Et bah là c'est pareil. Là c'est pareil, les députés de l'opposition, ils s'opposent, ils sont pas d'accord avec la politique du gouvernement, donc quand ils posent une question, c'est plutôt des questions critiques, en disant c'est n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, etc. Machin. Mais quand c'est des députés de la majorité, ils sont là pour dire le gouvernement a raison, le gouvernement agit, le gouvernement sait bien, la majorité travaille, etc. etc. Pardon. Bravo Jean, il a pas révisé avant de présenter les QAG. Mais non mais ça change à chaque fois, c'est le bordel. Mais heureusement que Théo est là. Théo et le chat, hein, surtout, vous apportez beaucoup d'informations dans le chat. Et ça, c'est cool. Et on vient de recevoir une 2e invitation pour une 2e audition à l'Assemblée nationale. Ah bah d'accord, bah dis donc, c'est la journée des auditions. Donc je suis fier de vous annoncer qu'Acropolis va être auditionné 2 fois de suite à l'Assemblée nationale dans le cadre des groupes de travail lancés par François de Rugy pour moderniser l'Assemblée nationale. Et bah très bien. Du coup, le Front National posera une question tous les mois. Oui, et encore. Et encore parce qu'il n'y a pas que les Fronts National qui sont non inscrits. Voilà. Chers amis, ne quittez pas le live parce que tout de suite il va se passer quelque chose d'important. Je vais vous faire un sondage. Et oui les amis, c'est le retour des sondages d'Acropolis. Pas tant sur la question des QAG, parce que ça c'est plutôt dans le chat que je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Non, c'est sur la question de l'émission de vendredi. Alors, je vous explique. Vendredi prochain... Pardon, non c'est pas ce que je voulais faire, c'était ça. Vendredi prochain, vous avez une émission animée par Jennifer qui s'appelle l'Europe, l'Europe, l'Europe. Vous connaissez l'émission l'Europe, l'Europe, l'Europe. C'est la première émission au monde qui parle d'Europe sur Internet de manière interactive en direction d'un public non initié. Et cette émission de vendredi prochain, on voudrait vous consulter pour savoir de quoi vous voulez qu'on en parle. Parce qu'en fait, il y a 2 possibilités sur la table. Soit on parle de la Catalogne, soit on parle... du Brexit, voilà c'est ça, je cherchais, excusez-moi. Catalogne ou Brexit. Il y a 2 séances disponibles, Jennifer peut présenter l'une et l'autre, mais il faut choisir, et donc c'est vous qui allez choisir dans cet exercice incroyable de démocratie médiatique. Alors attends, c'est le bordel.
Voilà, ça, on va le mettre comme ça. Ils sont où les sondages? Où qui sont les sondages? Ils sont là. Attends, dégage. Voilà, ils sont là. Hop, hop. Hop. Alors, on va faire un sondage. Comment est-ce qu'on intitule la question? Sur l'Europe. Brexit of course, Cataxit, Catalogne. Non, mais attendez, écrivez pas dans le chat votre réponse, je vais vous mettre un sondage, je vais pouvoir cliquer, etc. C'est incroyable. Non, on est en 2017 les gars, c'est incroyable, nous c'est très haut débit, etc. On n'est pas sur du 8 mégabits de Julien, merde, comment il s'appelle? De Normandie. Allez, la question c'est, de quoi qu'on parle vendredi dans l'Europe. Je mets pas d'apostrophe parce qu'à chaque fois que je mets des accents et des apostrophes, c'est le bordel. Hop, hop. Et je vous mets réponse 1, Catalogne. Et réponse 2, Brexit. Hop, hop. Je vous copie-colle le lien dans le chat. Vous cliquez sur le lien, vous votez. Vous avez le choix. Hop. Alors attendez, où qu'il est l'ostropole? Il est là. Pourquoi il fait n'importe quoi? C'est bon? Hop, je vais me le mettre à côté de ma tête, quelque part par ici. Voilà. Attends. Merde, j'ai un doute. Je suis pas sur la bonne presse. Si, c'est celle-là la bonne presse. Ok. Excusez-moi. Hein. Laissez la police faire son travail. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Merde. Alors attendez. Quel bordel. Ouais, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai le bon. Excusez-moi, j'ai eu un doute à un moment. Bougez pas, laissez la police faire son travail. Voilà, on affiche les résultats du Stropol. Tac. Voilà, de quoi qu'on parle vendredi dans l'Europe. La Catalogne en est à 72% des votes, le Brexit à 23%. C'est serré. Une fois de plus, la France est coupée en deux. Hop. Et je regarde vos réponses dans le chat pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Fake news. La Catalogne, c'est nouveau. Ouais, c'est peut-être pour ça que les gens veulent qu'on en parle. La Catalogne, Jennifer est beaucoup trop européiste. Elle n'est pas objective quand elle parle du Brexit. Ça, Jennifer, c'est pour toi. Catalogne en majuscule, ok. Il manque l'option les deux. Et non, Fanny, c'est trop facile. On est obligé de choisir entre l'un ou l'autre. C'est des résultats staliniens, je conteste. Le sondage est invalide selon Raroy. Merci les petits chats pour la réponse. Voilà, Jennifer a sa réponse. Jennifer, vendredi, tu parleras de la Catalogne. Pour moi, c'est Catalogne. Pour moi, la Catalogne est même trop récente. Vous ne souhaitez pas qu'on ait un peu plus de recul? Ah non, mais c'est pas nous qui choisissons, Pims, parce que l'enjeu, c'est pas Acropolis qui décide qu'on va parler de ça. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on commente comme séance de travail. Voilà. Jennifer va vous commenter une réunion de travail des institutions européennes sur le sujet de la Catalogne. On me dit que le roi d'Espagne va envahir Acropolis. T'imagines? Oh, putain, il y a des policiers espagnols qui sont en train d'arriver. Faut vraiment que je demande à la commission du fric parce que je leur fais leur propagande d'Acropolis. C'est vrai ça, Jennifer? À force de frère la brosse à reluire de la méchante commission européenne de Bruxelles, ils pourraient au moins nous filer un petit bifton. Donc voilà. Écoutez chers amis, merci d'avoir voté pour
pour l'émission de vendredi qui sera animée avec talent par Jennifer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission en direct sur Acropolis pour les questions d'actualité au gouvernement. Merci d'avoir échangé dans le chat. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à nous retrouver ce soir pour l'émission au Canada qui sera animée avec brio également par Florian. À quelle heure qu'elle a lieu Attendez. Incroyable. Tu vas dans acropolis.fre. Tac, tu cliques sur l'onglet, hop, programmation. Putain, même dans les résultats Google, maintenant il y a la prog. Incroyable. Et c'est annoncé ce soir à 19h30. 19h30 ce soir, Florian vous présente l'émission au Canada. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Gros bisous, bonne fin d'après-midi. Ciao, bye.